Voilà comment ça va se passer. En fait, pendant trois quarts d'heure, on va tour à tour parler et jouer de la musique. Donc, je vais vous proposer trois réflexions, trois méditations sur la question de l'improvisation. Et en regard de ces trois réflexions, de ces trois petits discours, Raphaël jouera trois fois, improvisera trois fois. Et ensuite, il y aura un moment d'échange avec une sorte d'atelier, mais je n'en dis rien pour le moment. Alors, la première question, le premier tour de parole, est consacré à un problème assez simple, à une question à laquelle vous avez certainement été confronté, c'est-à-dire pourquoi est-il si difficile d'improviser avec des mots ? On sent que c'est difficile quand on s'apprête à rédiger le premier jet d'un texte, d'un discours, d'un PowerPoint, d'un mail, d'une lettre importante. On sent aussi que c'est difficile si on est poussé sur le devant d'une scène et qu'on n'a rien préparé. Il est difficile d'improviser avec des mots, mais pourquoi ? Pourquoi ? Alors, la première réponse, c'est évidemment que par rapport au langage, nous sommes dans une timidité ou dans une inhibition qui vient peut-être, pour certains, des mauvais souvenirs de l'école. En tout cas, le langage, par sa rigueur de construction, par la rigueur de structure qu'impose la syntaxe, par les pièges de l'orthographe multiple du français, est quelque chose d'intimidant quand on l'aborde. Surtout qu'en France, on a l'habitude très fâcheuse, qui n'existe pas dans d'autres pays, par exemple les pays anglo-américains, d'annoncer les notes à l'oral. Et je pense que quand les profs annoncent les notes à l'oral, par ordre croissant ou décroissant, je pense que tous ici, nous avons des souvenirs cuisants du jour où nous n'avons pas eu une bonne note en dictée. Ça a un effet douloureux sur les enfants, évidemment, et ça crée des inhibitions par rapport au langage. Plus fondamentalement, la langue française, la langue que nous manions et qui est notre véhicule principal, est une langue qui était folle, déviante, qui se prêtait assez bien à l'improvisation du temps de Rabelais. Et puis, elle a été mise au cordeau par des grammairiens qui enviaient la rigueur de la structure latine. Et l'art poétique de Boileau, la langue française classique, celle enfin qu'on nous a enseignée à l'école, est une langue corsetée, une langue dans laquelle il y a peu de liberté, et si bien qu'il n'y a qu'une bonne manière d'écrire une phrase. Ça, c'est intimidant. Il y a une autre raison, sans doute, pour laquelle c'est difficile d'improviser avec des mots, c'est qu'on a peur de faire des erreurs, mais alors cette fois-ci, des erreurs au sens de l'impair mondain ou de l'impair existentiel, c'est-à-dire de lâcher quelque chose qu'on ne voulait pas lâcher. Hein, c'est le cas dans le lapsus, de dire une bêtise à quelqu'un ou de lui dire vraiment tout à fait ce qu'on pense, alors que c'est une très mauvaise idée parfois. Et donc, il y a un danger dans l'improvisation, comme ça, dans le fait de se lancer dans la parole, c'est que peut-être qu'on va faire surgir des choses qui peuvent être des désirs ou des dégoûts qui n'ont pas à être posés sur la table. Donc ça, c'est effectivement intimidant. Je dirais qu'il y a une troisième raison qui est encore plus philosophique, c'est que les mots, par rapport aux notes, bon, les notes, c'est du son, mais les mots, c'est du son lesté de sens. Et on sent bien, quand on manie la langue, que ce sens, bien, il est pesant. Enfin, il est pesant, il est même complexe à manier. C'est-à-dire que si j'emploie le mot âme, ce n'est pas la même chose que si j'emploie le mot esprit. Si je parle de conscience, ce n'est pas la même chose que si je parle de pensée. Si je parle de salaire, ce n'est pas la même chose que si je parle de pige ou de revenu. Enfin, on peut décliner à l'infini. En tout cas, le langage est source de malentendus, mais au-delà de ça, il y a une précision de la signification des mots qui nous force presque à tourner cette fois notre langue dans notre bouche avant de parler, si bien que c'est difficile d'improviser. Alors, on se retrouve avec cette somme d'inhibition et de blocage quand on aborde le langage. Et à titre personnel, j'ai trouvé une ressource particulière, des pistes pour être capable d'improviser avec des mots, chez un auteur qui a beaucoup fréquenté les boîtes de jazz et qui s'est beaucoup inspiré des méthodes des jazzmen, c'est-à-dire chez Jack Kerouac. Kerouac, c'est un auteur que vous connaissez, c'est un auteur culte aujourd'hui. C'est quelqu'un qui, dans les années d'immédiate après-guerre, c'est-à-dire de 48 à 54, va beaucoup fréquenter les boîtes de jazz. Il va notamment se familiariser avec tout ce qui anticipe sur le bop, le bebop, c'est-à-dire le jazz de la côte ouest, des West Coasters. Et alors, c'est un jazz tout à fait singulier dont Kerouac va immédiatement comprendre non seulement le potentiel artistique et musical, mais aussi l'intérêt qu'il a pour quelqu'un qui écrit et qui manie des mots. Alors, pour qualifier rapidement ce jazz de l'après-guerre, disons que c'est un jazz dans lequel on renonce aux grandes formations des années 30,
on passe à des petites formations. C'est un jazz qui clame son autonomie artistique, alors là je parle sous contrôle du maître, hein, mais qui clame son autonomie artistique et qui n'hésite pas à contrer les goûts et les préférences du public. C'est-à-dire que les jazzmen ne vont pas hésiter à se lancer dans des chorus ou dans des improvisations qui, pour leurs auditeurs, ne font pas immédiatement sens, voire sont choquants. Et puis, c'est un jazz aussi où il y a une revendication de l'identité des jazzmen qui n'a plus rien à voir avec disons, le noir rigolo et sympathique à la Louis Armstrong ou Fats Waller. Ça devient autre chose. Il y a la revendication d'un certain hédonisme, d'un certain usage des drogues, d'une certaine marge. Donc un jazz plus dur, mais aussi un jazz beaucoup plus libre dans sa manière d'improviser. Kerouac s'imprègne complètement de cet univers et il en tire une source d'inspiration et il va essayer de transposer ce qu'il a appris de l'univers du jazz dans l'univers des mots et de la littérature. Alors, il va le faire par plusieurs voies. D'abord, il va jouer sur la question de la limitation ou de l'illimitation des supports. Vous savez que les disques de 78 tours de l'entre-deux-guerres imposaient un temps compté en 3 minutes. Et donc, les chorus, les improvisations de jazz enregistrées étaient limitées dans le temps, comme ça, très, très resserrées. Kerouac utilise des supports resserrés, par exemple, quand il voyage au Mexique, il écrit un recueil de poèmes, Mexico City Blues, et dans ce recueil de poèmes, il arrête chaque poème au bas de la page. C'est tout à fait arbitraire, mais c'est également arbitraire que de devoir arrêter une improvisation à 3 minutes. Il utilise cette contrainte comme une contrainte créative. À l'inverse, vous avez sans doute entendu parler du mythique rouleau sur lequel il a écrit Sur la route, c'est-à-dire le premier jet de Sur la route. Pour l'écrire, il a fait réaliser à un papetier un rouleau de plus de 36 mètres de long, sur lequel il a écrit un premier jet sans discontinuer en 21 jours. En fait, ce n'est pas tout à fait un premier jet, c'était la 7e fois qu'il écrivait ce livre. Mais il avait besoin de ce long rouleau. Alors, pourquoi ? Pourquoi ? Parce que si Raphaël, quand il improvise, devait toutes les minutes dévisser le bec de son saxo et le revisser, il ne pourrait pas improviser, tout simplement. C'est-à-dire que ce qu'il voulait, c'est ne pas être limité par le geste qui consiste à enlever la feuille de la machine à écrire, puisqu'il tapait, et puis à remettre une feuille dans la machine à écrire. Il voulait pouvoir écrire en continu. Là, on a beaucoup de chance parce qu'on a ce rouleau, ça s'appelle Word, hein. On l'a tous désormais. Mais à l'époque, il fallait passer par un papetier complaisant. Alors, voilà pour ce qui est des supports. Il a fait aussi quelque chose d'intéressant. Il a tout simplement enregistré une conversation avec son grand ami Dean Moriarty. Ils étaient Neal Cassady, bref. Neal Cassady, c'est son vrai nom. Il a de multiples doubles dans les romans de Kerouac. Il a enregistré une conversation où ils étaient sous tous les deux. Ils ne se sont rien dit d'intéressant. Mais dans Vision de Cody, Kerouac utilise cette conversation brute. C'est-à-dire il réinjecte dans 200 pages du roman la transcription d'une conversation de 2 types sous. Bon, c'est un cas limite en littérature, mais ce n'est pas inintéressant comme manière d'écrire. Il y a des gens, je ne les nommerai pas, qui tombent le premier jet de leurs textes, de leurs essais, de leurs romans au dictaphone et qui retravaillent sur une matière qui est déjà donnée parce que la page intimide. Ça peut être une technique intéressante pour tomber un discours, tomber une lettre. Mais il y a un aspect plus philosophique. Il y a un aspect plus philosophique dans cette démarche et dans cette quête, et qui nous est donné par un texte. Alors, Kerouac se baladait dans les États-Unis, comme vous savez. Enfin, il a pas mal vécu chez sa mère aussi. Il y a un critique qui a écrit un article un peu grinçant comme ça, qui s'appelle « Seriez-vous parti sur la route si vous aviez su que Kerouac vivait chez sa mère ?» C'est assez amusant. Mais en tout cas, il lui arrivait quand même de voyager, contrairement à ce que ce titre annonce. Et quand il voyageait, il envoyait des textes. Et il y a un texte qu'il a envoyé à un ami qui s'appelle Don Allen, qui s'appelle « Croyances et techniques pour une prose moderne ». Ou plus exactement, le titre entier, c'est « Croyances et techniques pour une prosodie bop spontanée », inspirée du bop. Il veut devenir un prosateur bop, comme il y a des musiciens bop. C'est ça qu'il veut être. Et des croyances et des techniques, pour improviser, il en édicte 30. Il y a 30 conseils chez Kerouac. Je vais en commenter seulement 3. D'abord à des fins mémotechniques, mais ensuite parce qu'ils me paraissent être vraiment le levier, le déclencheur pour pouvoir improviser avec des mots. Premier précepte, en fait c'est le conseil numéro 29, c'est l'avant-dernier, mais pour moi c'est le plus important. On est constamment un génie. Alors Kerouac, on lui a beaucoup reproché son nombrilisme, le fait qu'il parle beaucoup de lui, etc. Mais on est constamment un génie, c'est de la vanité, mais c'est une condition du déblocage. C'est-à-dire qu'il faut faire avec l'inspiration du moment. C'est le mot constamment qui est important.
C'est pas le fait d'être un génie. On est constamment un génie. Voilà, on serait peut-être amené à penser qu'on sera plus inspiré demain, que c'est pas le moment, d'écrire, de faire le premier jet. Mais en fait, il faut faire. C'est maintenant. C'est maintenant qu'on est un génie, pas demain. Il faut s'y mettre. Premier jet, improvisation. Deuxième conseil ou croyance importante, fondamentale, c'est son 19e conseil, accepte la perte comme définitive. Alors ça, c'est très important. Quand un musicien rate son coup sur un accord, quand il fait une fausse note, quand il y a un blanc, il faut qu'il continue. Le traitement de texte, en particulier, nous tend un immense piège. Celui de revenir incessamment sur la phrase qu'on vient d'écrire pour changer incessamment un mot ou un autre pour trouver vraiment la bonne formulation, moyennant quoi, après une demi-heure, on a écrit 2 lignes. Ça ne marche pas comme ça. Donc, accepte la perte comme définitive. On voit bien que ça va avec le premier conseil, on est constamment un génie, c'est « va de l'avant ». Si cette phrase était ratée, la prochaine sera réussie. Oublie cette phrase et par l'éclat de la phrase suivante, montre que tu n'es pas si mauvais que ça. C'est ça que fait un bon musicien. Il a vraiment foiré un accord, il a foiré un chorus, le jazzman. Dans le chorus d'après, il va être tellement brillant et impressionnant qu'il va complètement dissiper l'impression négative qu'il a pu produire par le chorus foiré. Voilà. Donc ça, c'est accepte la perte comme définitive. C'est derrière. Difficile à faire avec les mots, mais c'est important de se le dire. Et enfin, troisième conseil, si l'on sent une idée, elle trouvera sa propre forme. Ça, c'est important. C'est-à-dire, la forme ou le modèle ne doit pas être conçu comme préexistant. Et donc, parce que si jamais on se dit que la forme ou le modèle préexiste, par exemple, on a une forme du discours parfait, on doit écrire un discours, on a une forme du discours parfait, on veut l'atteindre. Si on procède ainsi et on pense que la forme ou le modèle est là, est donné a priori, alors on va couper, raser net toutes les idées créatives intéressantes qui se présentent en cours de route, puisqu'il faut atteindre cette forme qui était déjà là. Donc l'idée de Kerouac qui est si importante, c'est que si l'on sent une idée, elle trouvera sa propre forme, que c'est ce qu'on va faire, le produit de l'action qui va devenir la forme ou le modèle à venir. Le modèle est en avant, pas en arrière. Le modèle est a posteriori, pas a priori. Il faut en fait se jeter. Alors si je résume, c'est assez simple. Avoir confiance en soi, c'est ça, être constamment un génie. Accepter ses propres faiblesses et ses propres erreurs, ses fausses notes, c'est son deuxième conseil. Et ne pas essayer de suivre un patron au sens que ce mot a, non pas en entreprise, mais en couture. Ne pas essayer de suivre, je vous ai fait peur, ne pas essayer de suivre un patron, ne pas essayer de suivre une forme préexistante, mais imposer sa forme au terme d'un travail qui englobe ou qui accepte l'imprévu créatif. Ces 3 conseils, c'est simple, et ça permet d'improviser avec des mots. Une fois que j'ai dit ça, je me tourne vers Raphaël, et je lui pose une question, mais c'est quoi le bop? Prosodie bop spontané, mais c'est quoi le bop? Merci Alexandre. Oui, c'est quoi le bop? C'est une bonne question. Le mot bop, on ne sait pas comment il est apparu en fait dans le vocabulaire du jazz, mais il apparaît de façon presque du jour au lendemain à l'époque de Kerouac, au milieu des années 40. Et pour beaucoup de musiciens, c'est le bruit de la matraque du policier sur le crâne du musicien noir américain. Et au niveau politique, c'est déjà assez clair. Le musicien noir américain est un contestataire, quelqu'un qui, pour toutes les raisons qui ont été évoquées, est un créateur perpétuel. Et il est souvent, Miles Davis, que vous connaissez sans doute, a eu plusieurs fois affaire à cette matraque. Notamment en sortant de concert. Et il s'est retrouvé nez à nez avec un policier qui, pour répondre à son injonction, lui a tout simplement tapé sur la tête. Et Bud Powell, Miles Davis disait, bah oui, c'est Kenny Clarke, tous les inventeurs du bebop disaient, bah oui, bebop, c'est le bruit de la matraque sur mon crâne. Alors, Alexandre a bien parlé, et notamment évoqué Fats Waller, c'est un très bon moyen de vous montrer la différence entre le jazz swing, ou Dixieland, ou New Orleans, tel qu'il s'est créé à la Nouvelle-Orléans, et ce bebop, qui est créé d'abord à New York, mais qui évidemment va prendre une tournure sur la West Coast, à San Francisco et à Los Angeles, très particulière, et qui sera la source d'inspiration et de référence de Kerouac. Tout le jazz dans son ensemble, encore maintenant, c'est l'art du lapsus. On assume son lapsus, on assume les erreurs, et on en fait même quelque chose. Alors je vais vous prendre un morceau de Fats Waller. Fats Waller, c'est une des plus grandes stars des années 30, un des plus grands musiciens. C'est un musicien qui était un excellent organiste,
Il a même fait des enregistrements de Bach remarquables à l'orgue classique, sauf qu'il était noir. Donc il n'avait pas le droit de jouer cette musique dans le contexte des salles de concert ou dans un contexte comme celui-là. Et donc il a fait une musique qui lui permet de gagner sa vie, qui est le jazz. Vous avez beaucoup d'exemples comme ça. Il y a Nina Simone, vous connaissez sans doute cette chanteuse, qui était une remarquable pianiste classique et qui a dû faire du jazz. Alors, ils ont fait une musique magnifique, et surtout, ils ont fait une musique de divertissement. Je vais vous jouer un magnifique thème de Fats Waller, qui s'appelle Honeysuckle Rose. Merci. Alors, Fats Waller, selon moi, Fats Waller est l'artiste américain le plus mésestimé de l'histoire. C'est une star absolue. Vous allez sur YouTube, c'est un des musiciens nord-américains les mieux filmés de l'époque, parce que c'était une star. Mais effectivement, vous voyez, comme Armstrong, on parle de génie. Ça, ces gens-là n'avaient aucun doute sur le fait qu'ils étaient des génies constamment. On parle de grands génies de la musique, de gens qui ont inventé une musique, mais pour les raisons commerciales et les raisons de l'époque, ils étaient présentés d'abord comme des amuseurs. Le bebop, c'est les mêmes musiciens, la génération d'après, qui en plus ont remarqué un truc tout bête, c'est que leur musique a été récupérée, notamment par Broadway et tout ça. Et bien tous les boppers, les musiciens, ils vont récupérer la musique de l'entertainment pour en faire une nouvelle musique. Une musique qui met en avant l'individu, une musique qui met en avant le virtuose et montrer tout simplement musicalement, j'oserais dire répondre à la matraque par la musique, qu'on est des génies à part entière, qu'on constitue une culture forte, même si elle est un petit peu transgressive, hein, mais montrer quelle est la part de génie qu'ont ces musiciens nord-américains. Et très vite, le bebop, immédiatement à New York comme à la West Coast, va être récupéré par tous les musiciens, quelle que soit leur origine. Les premiers d'ailleurs à s'en emparer, c'est la communauté juive américaine. Vous connaissez peut-être Stan Getz, Alcon, Zoot Sims, qui sont tous les vraiment les je parle quand on est saxophoniste, quand on parle de ces musiciens, on tremble. Ça va être comme Patrick quand on parle de Bach. Ben voilà, pour moi, je parle de Stan Getz, ça fait partie des grands virtuoses de ce bebop-là. Ben, si vous écoutez ces musiciens, la plupart des thèmes qu'ils ont composés, les improvisations, ce sont les mêmes morceaux, les mêmes harmonies, mais on va montrer ce qu'on est capable de faire avec. Et je vais vous jouer un morceau de Charlie Parker. Charlie Parker, c'est le Mozart du bop, le génie absolu, une carrière météoritique, et celui dont Kerouac disait il est la réincarnation de Bouddha vivant. Et Kerouac était persuadé qu'il avait Bouddha en face de lui, tellement la force du personnage était grandiose. Le morceau que je vais vous jouer, qui s'appelle Scrapple from the Apple, qui est un hommage à New York, c'est les mêmes harmonies que Honeysuckle Rose, c'est un hommage à Fats Waller, mais en montrant qu'on n'est pas que des amuseurs, aussi des artistes à part entière.
Formidable. Alors, non, c'est vrai. Alors, deuxième moment de réflexion autour de cette question de l'improvisation. Je voudrais commencer par... donc, ce deuxième moment de réflexion, je vais essayer de traiter la question de savoir comment on peut rester créatif alors qu'on répète des tâches ou des gestes. Mais en amont presque de cette question, il y a une question philosophique assez vertigineuse, si on s'y arrête, qui est de savoir pourquoi on recommence les choses, pourquoi on répète les choses dans la vie. Vous êtes allé cet été en Toscane, c'était magnifique. Pourquoi vous allez retourner en Toscane? Pourquoi on retourne dans un pays qu'on a déjà vu? Pourquoi on revient sur les mêmes lieux? On rencontre, un homme et une femme se rencontrent, ils se plaisent, ils font l'amour. Pourquoi ils le font une deuxième fois? C'est vrai, pourquoi? On va travailler le lundi, on est très efficace, plein d'énergie. Pourquoi on va travailler le mardi? Non, mais vous avez 15 ans d'ancienneté dans une entreprise, vous connaissez le job par cœur, il n'y a plus aucune surprise. Pourquoi vous allez entamer une 16e année? Pourquoi on répète les choses dans la vie? C'est une vraie question. Et la réponse, c'est qu'en fait, la notion même de répétition implique qu'il y a une différence. Je vais prendre un exemple très simple et très trivial, un exemple gastronomique. Vous mangez par exemple des pâtes à l'encre de sèche, c'est la première fois. La deuxième fois que vous en mangez, par le simple fait que vous en avez déjà mangé une fois, vous avez une certaine attente gustative sur ce que vous allez trouver. Vous avez un schéma d'attente, vous allez les trouver meilleures ou moins bonnes. Si c'est vous qui cuisinez, vous allez chercher la bonne dose de sel. Et puis la troisième fois, c'est le vin que vous allez chercher, c'est-à-dire quel est le bon accord avec le vin. On peut en parler, on est ici à Bordeaux. Et puis la quatrième fois, vous allez peut-être chercher à faire partager ce plat à d'autres amis. Vous voyez 4 fois le même plat et 4 occurrences complètement différentes. Tout ça pour dire que la répétition n'est répétition qu'en tant qu'elle vient se surimprimer sur une expérience précédente et qu'il y a une quête à l'intérieur de la répétition qui peut être soit une quête du passé, on cherche à retrouver une expérience précédente, soit une quête du perfectionnement de l'expérience précédente, d'un enrichissement de l'expérience précédente. Donc en fait, toute la question de la répétition est d'être attentif à la petite différence qui se loge en son cœur et qui est la seule chose qui la rend réellement intéressante. Si bien qu'on peut comprendre qu'il y a 2 types de répétitions tout à fait différents. Il y a des répétitions mécaniques. Ces répétitions mécaniques, le retour du même, sont des répétitions qui sont aliénantes. Vous savez, l'aliénation, c'est le fait de devenir étymologiquement étranger à soi-même. En répétant mécaniquement, on devient étranger à soi-même puisqu'on ne peut plus mettre aucune intention dans la chose. La conscience n'accompagne plus la répétition. On a affaire à un automatisme. Parfois, les automatismes nous aident. Parfois, ils viennent juste nous étouffer. Il y a quelque chose de dangereux dans cette répétition mécanique. Et puis, il y a une autre forme de répétition, c'est cette répétition créative qui est la répétition en quête de cette petite différence qui la magnifie. Et là, c'est tout à fait autre chose. Alors, il y a un philosophe qui a réfléchi à ces questions, qui est un penseur aujourd'hui méconnu, qui s'appelle Michel Clouscar, qui est un marxiste, alors un drôle de marxiste parce que c'est un marxiste réactionnaire et antiprogressiste. Une posture ou une position, disons, dans le champ philosophique qui ressemble un peu à celle de Jean-Claude Michéa aujourd'hui. Et alors Michel Clouscar a inventé un concept, en fait presque une injure, qui a fait fortune alors que lui-même est méconnu, le concept est resté, c'est lui qui a inventé l'expression de libéral libertaire, parce qu'il voit se soulever la jeunesse dans les années 70, il assiste au mouvement de jeunesse,
Et il les condamne tout aussitôt avec des arguments qu'on va retrouver, par exemple, aujourd'hui chez un romancier comme Michel Houellebecq. Il dit que c'est un faux soulèvement, une fausse révolte, que cet hédonisme n'est que la préparation d'une extension du consumérisme. Et que donc, cette jeunesse croit se soulever contre un système capitaliste dont elle va seulement prolonger et amplifier les méfaits. C'est un penseur marxiste, hein, et d'un marxisme assez intransigeant. Cependant, il est drôle à lire, parce qu'il a une critique sociale de la jeunesse libertaire, qu'il appelle en fait libérale libertaire, qui est tout à fait détonnante dans les années 70. Il est complètement en porte-à-faux avec son temps, et rétrospectivement, certaines de ses analyses, quand on a voulu par la suite critiquer, voire condamner la pensée 68, se sont trouvées pertinentes, ou il a été lu par d'autres, mais qui le citent rarement, si bien qu'il est un peu tombé dans les oubliettes. Mais il a écrit un livre qui s'appelle « Le capitalisme de la séduction ». Alors la date c'est 81, et c'est vrai que c'est important, parce que c'est l'élection de Mitterrand, et il saisit ce que va devenir l'échec d'une certaine gauche. Et dans ce livre, il a des pages d'une grande mauvaise foi, mais réjouissantes, dans lesquelles il compare systématiquement le rock et le jazz. Pour lui, le rock, c'est le jazz sans le swing. Le jazz sans le swing, c'est quoi? C'est la répétition mécanique. C'est le plaquage. C'est en fait la musique de l'aliénation. C'est la répétition telle qu'on la conçoit dans le travail à la chaîne. La répétition qui n'est qu'un martèlement. Alors, il a des pages sur le rock qui sont vraiment, comme il déteste la jeunesse libertaire, qu'il appelle lui libéral libertaire, vous voyez, il jette l'opprobre sur les Rolling Stones, pour lui c'est nul, parce que c'est la musique même de l'aliénation, alors que c'est vrai qu'on l'écoute encore comme une musique de la libération, et en plus, effectivement, quand on discute avec des musiciens, ils vous disent « mais non, ça swing, les Rolling Stones ». Alors, il a anticipé peut-être sur certains excès de la musique techno ou de la musique électronique, qui, elle, peut marteler du rythme avec des basses, mais ça n'existait pas encore en 81 quand il écrit. En tout cas, il voit qu'il y a un danger dans cette musique de la répétition. Il dit « la répétition aliénante, la répétition du même, exclut l'autre. Il n'y a pas d'altérité, il n'y a pas d'accident créateur. Il ne se passe rien dans cette répétition. C'est sec. C'est la répétition de la machine. Et puis, il y a le swing. » Alors, dans sa définition philosophique, je laisserai la partie musicale à Raphaël, évidemment, mais dans sa définition philosophique, le swing, qu'est-ce que c'est? Il y a du rythme. D'ailleurs, répétition et improvisation, c'est tout à fait lié. On est capable d'improviser, comme le fait Raphaël, que si on a répété tous ces standards de jazz un très grand nombre de fois, sinon on ne peut vraiment pas le faire. Donc répétition et improvisation, ça va tout à fait ensemble. Mais le swing, c'est la répétition, donc c'est un rythme, travaillé de l'intérieur par un subtil décalage, une subtile différence temporelle qui travaille les espaces, les interstices temporels comme de l'intérieur et qui les rend créatifs. En fait, Kluskar dit, c'est le retour du même, mais avec la médiation de l'autre et de l'amour. Parce qu'on sent bien que dans le swing, le problème c'est que si le swing, si le décalage était prévisible, s'il était mathématisable, s'il était automatisable, ce ne serait pas du swing, ce serait de la techno, ou ce serait de l'électro-swing, pour parler d'un courant, un courant musical récent que vous connaissez peut-être et qui n'a pas la faveur de Raphaël. Alors, parce que ça ne swing pas, parce que c'est du swing assisté par les machines. En fait, le swing, donc, c'est cette répétition travaillée de l'intérieur par l'altérité, l'accident, le surgissement de quelque chose qui n'est pas quantifiable. Un petit grain de sable que le musicien va faire varier. Et on sent bien qu'en fait, à travers ce swing, il y a non seulement une notion fondamentale pour quiconque improvise, mais aussi une leçon de vie. Une leçon de vie, c'est-à-dire d'être attentif à ce qui, dans la répétition, ouvre ou entrebâille la porte vers l'autre, l'altérité ou l'amour. Et là, je me tourne vers Raphaël, mais en fait, on pourrait en entendre un peu du swing pour comprendre. Merci Alexandre. C'est un sujet, c'est peut-être le sujet le plus délicat pour un musicien de jazz, et surtout pour comprendre en quoi le swing a été en fait plus qu'une révolution musicale, c'est même une révolution des idées. Selon moi, c'est même la plus belle invention qui a été faite par des peuples, notamment les peuples opprimés, je parle des États-Unis, pour essayer de s'immiscer dans la société dans laquelle ils étaient à la fois intégrés et en même temps pas acceptés. Et le swing, c'est une sorte de quelque chose qui va s'immiscer un petit peu partout. J'y ai consacré cet été une chronique, une swing chronique sur France Musique,
Et j'ai dit swing chronique dans le deuxième sens, c'était une chronique de 5 minutes le week-end, mais c'était aussi swing chronique comme on attrape un rhume. Le swing, c'est presque un virus, mais un virus très bénéfique. Ce qui swing vit, ce qui swing improvise, ce qui swing devient créatif, intelligent, parfois de façon très discrète. C'est une manière pour les artistes et pour les peuples qui ont inventé le swing de dire quelque chose pour se faire comprendre par certains et pas par d'autres. Et pour comprendre ce que c'est que le swing et pour faire l'expérience ensemble du swing, je vais faire un petit exercice. Le swing, il vient de quelque chose, il vient du blues. Le blues, c'est la musique populaire par excellence, la musique même de travail, souvent, ou la musique de l'après-travail du peuple qui est issu de l'histoire de l'esclavage. Celle qui va inventer le jazz et toutes les musiques qu'on écoute n'en déplaise à Kluskar, c'est-à-dire qu'effectivement, les Rolling Stones, ça swing à cause de ce lien-là, de cette histoire-là. Et je vais faire une petite expérience avec vous, puis comme ça, on va voir aussi... J'aime bien savoir à qui j'ai affaire dans ces cas-là, savoir quels sont vos goûts et tout ça. Je vais vous jouer 3 exemples musicaux. Et puis on va faire un vote à main levée pour savoir si de ces 3 exemples, ce qui vous paraît être le plus blues comme ça à l'oreille. Alors, premier exemple. Le plus swing, hein. Merci. J'aimerais bien. Il n'y a pas de piège, hein, vous inquiétez pas, ça restera entre nous de toute façon. Qui pense que le premier exemple sonne vraiment le plus blues à votre oreille? Levez la main. Très bien. Qui pense que c'est le deuxième exemple? Pas mal. Alors là, c'est sans doute des gens qui ont fait le conservatoire ou qui connaissent le jazz, le bebop dont on a parlé tout à l'heure, et qui pensent que c'est le troisième exemple. Très bien. Voilà, alors aussi peut-être parce qu'on pense que c'est un petit peu téléphoné, qu'il y a un piège quelque part. Vous avez raison. Pour moi, pour les raisons qui ont été évoquées, et pour comprendre ce que c'est que le swing, c'est le troisième exemple. J'ai joué quelque chose, je l'ai répété, et j'ai fait une variation autour de cette répétition comme une réponse. Question, question, réponse. Le blues, vous écoutez Johnny Hooker, n'importe quel bluesman, vous écoutez les Rolling Stones, les paroles, c'est « Je me suis levé ce matin avec un mal de tête », je répète, « Je me suis levé ce matin avec un mal de tête », et pour cause, la soirée d'hier a été un peu compliquée. Ce qui est pour des paroles de blues assez... Question, question, réponse. Cette structure musicale, elle est la plus importante dans l'invention de ce swing-là. On est dans un pays où tout le monde ne parle pas le même niveau d'anglais. Vous allez aux États-Unis, vous rentrez dans un magasin, vous demandez une baguette. Si déjà vous en trouvez une, c'est bien. Je voudrais une baguette. Vous voulez une baguette? Oui, je veux une baguette. Il y a toujours tout de suite, on n'hésite pas à répéter, à comprendre de quoi est la question. Et musicalement, ça donne quoi? Vous voulez une baguette? Je veux une baguette. Je veux... La répétition naît le rythme, et naît aussi un certain rythme, un rythme qui n'est pas de l'automatisme, c'est le swing. Et ça, je vais le jouer avec vous, je vais vous demander de claquer les doigts, tout bêtement. Alors attention, je vais vous donner un secret pour terminer ça. Quand vous voyez, vous savez, on ne sait pas en France taper au bon endroit pour que ça swing. Alors je vais vous donner un secret, tout bête, s'il y a un batteur, vous êtes sauvé. Vous allez voir un instrument chez le batteur qui s'appelle le Charleston, la batterie qui est le seul instrument inventé par le jazz, inventé pour le swing.
C'est un instrument qui n'existait pas avant. Il est inventé à la Nouvelle-Orléans. Et c'était pour des raisons économiques. Un musicien derrière la batterie prenait le travail de 3 musiciens qui prenaient la grosse caisse, les caisses claires et les cymbales. Tout ça en un, et là notamment vous avez 2 cymbales qui font ça, et qui en fait jouent ce qu'on appelle en Europe, dans la musique occidentale, les temps faibles. Le swing, c'est toujours une affaire de transgression. C'est les temps faibles, c'est le plus intéressant, c'est ce qui permet de faire danser. C'est ce qui permet de faire... et puis c'est ce qui est le plus créatif, c'est ce qui nourrit le plus le discours, notamment pour le musicien. Donc en règle générale, en France, qu'est-ce qu'on fait? On tape sur le premier temps, le temps fort. Non. On doit taper les mains ou claquer des doigts sur le temps faible. Alors, et vous regardez le charlet du batteur, et c'est là-dessus qu'il faut claquer des doigts. Alors il n'y a pas de charlet, donc je vais juste vous aider un petit peu. Et on va vivre ce swing-là. Le premier temps, c'est pied. À partir de maintenant, vous saurez tout à fait le deuxième temps. Faites pas le pied parce que dans les vis, ça va être juste les doigts. Voilà. On est dans une répétition qui n'est absolument pas automatique, et là-dessus, je vais pouvoir m'amuser et swinguer, jouer sur ce rebond, qui n'est pas celui du temps fort, mais celui de la réponse, de la répétition non automatique. Avec d'autres musiciens, eux vont improviser avec moi. J'ai même senti certains d'entre vous qui avaient envie de répondre. Vous pouvez même répéter ce que je fais avec la voix. Merci beaucoup, c'est parfait. Et on peut jouer comme ça des heures. Pensez à Patsuela, mais pensez à Cab Calloway, qui est le spécialiste de faire jouer et swinger parfois des stades entiers. Ray Charles l'a repris. Et récemment, une certaine Beyoncé, quand elle joue pour les grands événements, fait exactement la même chose et arrive à faire swinger 60 000 personnes ensemble. Merci beaucoup. Alors, dernier point, dernier tour de parole. Donc, je vous ai dit dans une première allocution que une des questions fondamentales pour être capable d'improviser avec des mots ou avec des idées, alors évidemment c'est moins heureux que le jazz, les idées et les mots, c'est moins immédiat, mais pour être capable d'improviser avec des mots ou avec des idées, il faut lever des inhibitions, se faire confiance, et le mantra « on est constamment un génie » peut aider à cette levée des inhibitions. Puis je vous ai parlé de l'incident créatif qui se loge au cœur de la répétition. Donc faire swinger nos répétitions, ça pourrait être un deuxième conseil. Et puis, on sent bien maintenant que d'un point de vue plus philosophique, quasi métaphysique, il y a quelque chose qui est lié à cette question de l'improvisation, qui est notre rapport au temps. En fait, le problème est de modifier ou de changer le rapport au temps que nous avons pour être capable d'improviser. Parce que la plupart du temps, nous avons affaire à un temps planifié. Je sais à quel public je m'adresse et je sais combien vos journées sont remplies. Vous arrivez à vous démultiplier et à mener tant d'actions de front que parce que vous maniez bien l'emploi du temps. Mais l'emploi du temps, qu'est-ce que c'est? C'est pas du temps, c'est de l'espace. Cette montre, eh bien, c'est un cadran avec des aiguilles qui en font le tour,
Un calendrier d'une année, c'est quoi? Un plan que vous mettez au mur, en 2 dimensions, c'est de l'espace. Un agenda, c'est quoi? Qu'il soit papier ou électronique, ça ne change pas grand-chose. Ce sont des pages que vous faites tourner. Des métaphores spatiales. On a besoin de métaphores spatiales parce qu'on a un grand problème quant à la définition du temps. On a un problème, c'est qu'on ne sait pas très bien ce que c'est que le temps. C'est une des questions les plus difficiles de l'histoire de la philosophie et de l'histoire de la physique, que celle de la nature du temps. Alors je ne vais pas la développer énormément, mais on peut garder à l'esprit le fait que l'espace a cette supériorité sur le temps que je peux vous montrer 1 mètre. C'est très facile. Je prends un mètre étalon ou même un mètre que je vais acheter dans un magasin de bricolage et je vous montre ce que c'est qu'un mètre. On va tous tomber d'accord sur cette définition. Je ne peux pas vous montrer 1 heure. Impossible. Alors, nous utilisons des métaphores spatiales pour avoir prise sur le temps, pour pouvoir nous organiser, pour pouvoir coordonner nos actions, pour avoir quelque chose qui ressemble au mètre étalon, alors même que le temps semble être un flux, une qualité pas tout à fait découpable, un flux qui s'écoule continuellement. Les philosophes qui ont poussé le plus loin la spatialisation du temps, qui étaient déjà à leur époque des coachs en fait, des consultants, c'est les stoïciens. Ils étaient les conseillers des empereurs, les conseillers des puissants dans l'Empire romain, et l'un des stoïciens les plus connus, Sénèque, a beaucoup écrit sur le temps, notamment dans un court livre un court essai qui s'appelle « De la brièveté de la vie ». Et alors Sénèque, son nom faisait un peu sourire ses contemporains, parce que c'était une espèce de chevalier d'Andalousie qui avait débarqué à Rome et qui avait fait fortune, une fortune qui serait l'équivalent de 300 millions d'euros, qu'il avait fait tout seul. Et ensuite, il écrivait de courts livres sur la sagesse, alors que c'était un intrigant politique et un homme d'affaires redoutable. Ça faisait légèrement sourire. C'était un peu comme si vous alliez acheter les conseils de vie de Xavier Niel. Vous voyez, c'est ce genre-là. Mais enfin, sa prose est tellement belle qu'elle a survécu au passage des siècles. Et qu'on a oublié cette figure qui était à l'époque très controversée et qui n'avait pas tout à fait la réputation d'un philosophe, mais plutôt de quelqu'un qui intriguait un peu. Alors, Sénèque dit la chose suivante sur le temps. Il dit, faites vraiment comme si c'était de l'espace. Pensez au temps de votre vie, aux années qui vous restent, faites comme si c'était votre jardin, et soyez attentifs. Bon, dans votre jardin, vous allez être très attentif aux voisins, au fait que si le voisin veut empiéter sur votre propriété, s'il déplace la clôture, vous allez lui faire un procès, ou même lui crier dessus, enfin ça va mal se passer. Eh bien, faites attention à ne pas vous faire rogner le temps qui vous reste à vivre par les gens inopportuns. Ne gaspillez pas votre temps. Ou il disait encore, faites cette expérience de pensée, imaginez que chaque heure qui vous reste à vivre est une pièce d'or. Vous avez un tas de pièces d'or, maintenant soyez avare. Ou il disait encore la chose suivante, vous voulez une vie parfaite, c'est simple. Vous mettez dans chaque journée tous les éléments dans la proportion où ils doivent se trouver dans une vie parfaite. Donc du travail, de l'étude, du plaisir, de la gastronomie, du sport. Si chaque jour est parfaitement réparti, alors votre vie, qui ne sera que la répétition de ces jours, sera elle aussi parfaite. Or, on sent bien que cette planification du temps, qui repose sur une spatialisation intégrale, c'est-à-dire tout ce que nous propose Sénèque comme conseil de sagesse, c'est de faire comme si le temps était purement et simplement de l'espace, du quantitatif. Mais on sent bien qu'il y a quelque chose qui cloche. Qu'en fait, ça marche et ça ne marche pas. Que ce quadrillage de l'emploi du temps, ce quadrillage spatial, va nous enserrer, nous emprisonner, nous étouffer un peu, nous aliéner, et nous rendre complètement incapables d'improviser. Et qu'il faut, pour être capable d'improviser, non pas oublier complètement l'emploi du temps, mais desserrer la grille, retrouver du flux à l'intérieur de la grille. Et ça, c'est un vrai problème. Alors, il y a un philosophe qui, dans la période moderne, a voulu faire éclater complètement la spatialisation du temps, c'est Bergson. Il en a fait son cheval de bataille. Le temps, ce n'est pas de l'espace, c'est son motif, son obsession. Il veut le démontrer. Et Bergson dit des choses très belles sur la différence entre le temps et l'espace, notamment dans les données immédiates de la conscience. Il dit la chose suivante, il dit voilà, vous avez 2 tours dans la rue. Bon, c'est de l'espace. Vous voyez tout de suite quelle est la tour la plus grande. Mais entre 2 amours ou entre 2 tristesses, comment vous faites pour juger quel amour est plus grand que l'autre ou quelle tristesse est plus grande que l'autre? Réponse de Bergson. En tant que l'amour et la tristesse se déroulent dans le temps, on n'a pas affaire à des objets spatiaux, donc on ne peut pas les mesurer. Je ne peux pas prendre un mètre et mesurer un amour, mesurer un deuxième amour et comparer leurs dimensions. Par contre,
tout ce qui est dans notre conscience et qui s'écoule dans le temps a une propriété que n'ont pas les objets spatiaux. Les objets dans l'espace ne s'interpénètrent pas. Ce micro ne s'interpénétrera pas avec l'autre, d'accord? Ils sont séparés. Or, ce qui se passe dans notre conscience, c'est que les états de conscience s'interpénètrent. Autrement dit, le grand amour, c'est celui qui colore toute la journée. Vous vous réveillez le matin, vous êtes amoureux, vous sortez dans la rue, il y a du soleil, c'est magnifique, vous êtes amoureux, vous allez au travail, en fait vous devez relire un tableau Excel, c'est pénible, mais en fait c'est léger parce que vous êtes amoureux, vous mangez, vous êtes content, vous êtes amoureux, jusqu'au soir. Tristesse, même chose. La grande tristesse, c'est celle qui va tout colorer. C'est terrible, vous portez en vous une immense tristesse et il y a ce soleil qui vous accable encore plus parce que vous avez l'impression de ne pas être en phase avec le monde extérieur. En plus, il y a un tableau Excel de la comptabilité, vous avez horreur de ça, mais c'est le jour où il faut le faire. Et hop, vous allez y passer toute la matinée. Puis vous allez manger, mais sans plaisir, sans appétit. En fait, les mêmes actions vont se reproduire. Ce qui se passe, c'est que le grand amour, la grande tristesse colorent tout, interpénètrent tout. Propriété de nos états de conscience dans le temps, que n'ont jamais les objets répartis dans l'espace, l'interpénétration. Mais il y a une autre propriété fondamentale du temps par rapport à l'espace, selon Bergson, c'est que le temps, ça se découpe, le mètre, ça se découpe en centimètres, en millimètres. Autrement dit, on peut faire du discret, et c'est ce que nous faisons. Quand nous organisons notre temps et que nous faisons comme s'il était de l'espace, nous le découpons. Or, le temps lui-même, le temps dans lequel nous vivons, c'est du continu, du flux. Donc, le dernier grand conseil, c'est de retrouver quelque chose qui est de l'ordre du flux. Alors maintenant, ça va être l'exercice le plus difficile pour Raphaël, parce que je vais citer une phrase de Bergson sur laquelle je vais lui demander d'improviser, qui est sa définition du temps, par référence à la musique. Bergson écrit ceci. Une mélodie que nous écoutons les yeux fermés, en ne pensant qu'à elle, est tout près de coïncider avec ce temps qui est la fluidité même de notre vie intérieure. Mais elle a encore trop de qualité, trop de détermination. Il faudrait effacer la différence entre les sons, puis abolir les caractères distinctifs du son lui-même pour retrouver enfin le temps fondamental. Le temps de la conscience, c'est du temps qui ressemble à une musique qui n'aurait aucun découpage, aucune scansion. En fait, c'est une mélodie sans notes. Et donc, c'est pour ça que je disais que ça va être dur pour Raphaël, parce qu'il va devoir nous faire entendre maintenant une mélodie qui ne soit que flux, une mélodie sans notes.
Merci. Voilà, pour prolonger cet atelier, on va vous proposer un temps d'échange entre vous et qu'ensuite on partagera avec nos deux experts. Donc je vais laisser Alexandre de vous donner la consigne précise de l'atelier, mais l'idée c'est de vous grouper par 3 avec votre voisin ou votre voisine et puis d'échanger sur une consigne que va vous présenter Alexandre. Oui. Alors c'est un tout petit peu moins cruel que ça. On va vous regrouper par 3 et pas vous couper par 3. Mais vous pouvez vous regrouper. Alors non, l'idée est la suivante. Bon, vous avez vu la progression et les trois idées qui ont été jetées ou proposées assez vite. C'est que pour être capable d'improviser avec des mots ou avec des idées, il faut lever ses inhibitions, se faire confiance, il faut faire swinger les répétitions. Et puis enfin, accéder à un temps qui n'est pas le temps de l'agenda, un temps qui est flux. Et alors, en fait, ce que je vous propose, c'est de travailler en imitant un peu le modèle de Kerouac avec ses fameux conseils, ces 30 conseils. Il y en a 30, c'est énorme, mais c'est intéressant, c'est croyances et techniques pour improviser. C'est-à-dire d'essayer de trouver 3 croyances ou techniques qui vous semblent être de nature à vous permettre d'improviser dans votre activité. Vous voyez, c'est ça le défi, d'en trouver 3. Alors, pour vous aider à vous projeter dans dans la création de ces 3 croyances, de ces 3 maximes, je vais vous relire les 7 premiers conseils de Kerouac. Comme ça vous donne une idée et vous pourrez échanger entre vous. Et on n'aura pas le temps de les lire tous, ou de tous les récolter, mais je pense qu'on pourra bien en lire 3 ou 4 et les commenter un peu, Raphaël et moi. Alors, premier conseil de Kerouac. 1. Des carnets de notes gribouillés en secret et des pages sauvagement tapées à la machine pour ton seul bonheur. 2. Sois soumis à toute idée, ouvert, à l'écoute. 3. Essaie de ne jamais te saouler en dehors de ta propre maison. Fondamental. Mais c'est un conseil qui doit reposer sur quelques mauvais souvenirs. Il n'a jamais respecté. 4. Sois amoureux de ton existence. 5. Si l'on sent une idée, elle trouvera sa propre forme. 6. Sois saintement fou d'esprit. 7. Fais exploser les barrières aussi profondément que tu le souhaites. Voilà, c'est à vous de trouver 3 croyances, 3 techniques qui permettent d'improviser. Et on échange là-dessus dans 5 minutes. On va mettre un terme, c'est comme dans les 78 tours, le temps est compté. Moi, je tiens à préciser que je suis très impressionné quand même par votre... à observer d'ici, c'est magnifique. Hein. Vraiment. J'ai hâte. Et alors, on va évidemment déborder un petit peu sur le temps prévu pour l'atelier parce qu'un atelier sur l'improvisation qui resterait tout à fait dans sa case serait raté. Oui. Néanmoins, bon, allez, lançons-nous. Alors, sur la base du volontariat, peut-être, quel est le groupe qui a envie de partager le résultat là, j'ai vu. Alors, c'est en premier. Ça y est. Et après... Ton introduction, tu prépareras. Dans le grand bain, tu te jetteras. Donc, n'oublie pas ton maillot de bain, quand même. Et n'hésite pas à utiliser le silence. Ça fait 3. Très bien. Alors, comme ça fait référence au problème de l'orateur, là, on est vraiment dans l'improvisation en mots, mais à l'oral. Enfin, c'est comme ça que j'interprète ces conseils. Je vais juste reprendre, mais ton introduction, tu prépareras, oui, c'est évident. Quand vous devez faire court ou faire court longtemps, vous ne pouvez pas tout écrire. Ce serait surhumain et en plus, ce serait extrêmement pénible à entendre. Mais on sait très bien que si les 3, 4, 5 premières minutes sont bonnes, on tient l'auditoire et qu'on peut emmener l'auditoire où on veut. Donc c'est un très bon conseil.
Alors, dans le grand bain, tu te jetteras, bah oui, c'est ça. C'est-à-dire que passer l'introduction, il faut être tout à fait libre et nager comme on veut, aussi loin qu'on veut, surtout si l'auditoire porte. Et puis le dernier, c'était quoi déjà? C'était le silence. Ah oui, alors ça, c'est le grand problème. Le grand problème des orateurs au début, il y a deux choses qui leur font peur, et des profs en particulier. Bouger, c'est-à-dire aller et venir, prendre possession de l'espace de l'endroit où on parle, ce qui n'est pas facile, hein, c'est-à-dire se lever de sa chaise, bouger, pas seulement sur l'estrade, pouvoir descendre de l'estrade, remonter, être souple et libre par rapport à l'espace. Et puis l'autre chose qui fait très peur, c'est les moments de silence. Et c'est souvent pour combler un silence qu'on dit une bêtise. Donc il vaut mieux laisser le silence s'installer. Et Mais- la bêtise crée le silence aussi souvent. Ah, c'est autre chose. Il y avait un deuxième groupe immédiatement volontaire. Ah oui, mais je voulais juste rebondir sur ces trois propositions, d'autant que elles résonnent à plusieurs titres. Surtout pour le grand bain, bah, ce matin, pour moi, j'avais clairement vraiment l'impression d'aller dans le grand bain. C'est pas si courant de jouer pour 4800 personnes dans ce contexte-là et tout ça. L'introduction, c'est primordial et c'est une règle musicale que moi je pense est une règle vraiment qu'on peut partager tous. L'introduction est importante et la fin aussi. Et je tiens toujours le travail d'improvisation que je mène auprès des étudiants, des musiciens, mais pas que. En improvisateur, on ne va pas travailler la fin, mais il faut trouver, et je fais travailler les gens d'avoir une sac d'idées, sac de choses qui sont notre signature, ça peut être musicalement, mais ça peut être les mots, les idées, la façon de s'exprimer, la façon d'être dans l'espace. On a une série de signatures musicales, sonores, qui nous marquent et qui vont nous servir autant d'introduction et aussi de conclusion. Voilà. Combien de magnifiques improvisations peuvent se casser la figure à cause de la fin? D'autant que le public se rappelle toujours de la fin. Voilà. Et le silence, et ça c'est une règle d'improvisation autant orale, sémantique que musicale, est primordiale. Encore faut-il gérer le silence et savoir de quoi il s'agit. Le silence total n'existe pas. Je dirais même le silence total, c'est presque une définition de la mort pour moi en tant que musicien. Quand j'arrête de parler ou quand j'arrête de jouer, il y a tous les bruits que vous entendez sont nourris de ça. John Cage, qui est un compositeur assez incroyable, a fait une œuvre de 4 minutes 33 de silence, mais ce n'est pas une œuvre de rien, c'est une œuvre qui est nourrie de ce qui se passe. Donc d'improvisation, de la vie qui est en train de se passer. Ceci étant, j'ai beaucoup de mal encore à gérer ce silence et j'ai cette peur toujours de musicien de... Le silence est dur à appliquer très souvent. On a peur du silence aussi. Alors, puisque la bêtise crée le silence, nous, on a une question. Est-ce qu'au prochain atelier sur le même thème, Raphaël va faire la même impro? C'est une question. En fait, c'est vraiment la première fois qu'on fait cet atelier. Il n'y a pas eu de répétition, donc on l'a... C'est dur parce que en fait, ça me rappelle ce qui a été dit ce matin à la plénière, c'est entre humilité et ambition. J'ai l'humilité de penser que j'utilise, comme je vous le disais, enfin là je parle en tant que musicien, hein, d'utiliser des idées qui vont revenir, et c'est normal et il faut les travailler. Je crois que c'est l'idée de l'introduction, elle est liée à ça. Hein. C'est-à-dire que vous avez des choses qui marquent votre personnalité. Autant que quand vous parlez, c'est pareil. Vous avez des idées fortes et vous avez des façons de les dire qui vont marquer votre... On l'a bien vu avec les orateurs de ce matin d'ailleurs. En même temps, je ne ferai absolument pas les mêmes improvisations. Absolument pas. Ça met même, c'est un problème personnel qui est que c'est impossible pour moi. Par contre, vous allez reconnaître, et c'est tout le travail, vous allez reconnaître que c'est moi. Voilà, si vous venez me voir à plusieurs concerts et si on fait d'autres conférences, vous allez apprendre quels sont mes trucs. C'est presque comme de la magie. Et vous allez reconnaître ma signature. Mais les improvisations sont toujours différentes. D'autres conseils et croyances et techniques? Est-ce qu'un groupe veut se lancer? Oui, allez-y. Moi, je voudrais vous faire réagir à une phrase de Picasso qui disait « À 12 ans, je peignais comme Raphaël et j'ai consacré toute ma vie à peindre comme un enfant. » C'est le lien à la technique maîtrisée pour pouvoir libérer une énergie. Est-ce que
l'improvisation trouve sa source dans une phrase comme ça? Alors, en fait, ce qui est intéressant dans cette phrase de Picasso, d'abord, on peut l'interpréter à deux niveaux. C'est-à-dire qu'on sent bien qu'il y a une simplicité, qu'il existe une simplicité qui ne se reconquiert qu'après un immense travail. Et ça vaut en art, mais ça vaut également en science. On sent bien que le théorème ou la loi parfaite a une écriture très simple, mettons E égale MC2, une écriture très simple, mais à laquelle on ne peut parvenir qu'après des années de travail et d'études. Et de même, il y a quelque chose qui se dénoue souvent dans les dernières œuvres, à la fin du parcours des grands peintres, c'est-à-dire que la technique est assimilée, ils sont au-delà de la maîtrise technique, et ils reviennent à une forme de simplicité et d'évidence dans l'expression, qui n'est possible que par un surcroît de travail. Autrement dit, la simplicité, c'est ce qu'il y a de plus dur ou de plus difficile. Il est difficile de faire simple. Il faut maîtriser parfaitement et dominer parfaitement sa discipline. Mais il y a un autre niveau de réponse qui est lié, d'ailleurs, je ne sais pas si la musique est dans ce cas, mais en tout cas, le dessin et la peinture ont une facilité et une évidence d'accès pour tous les enfants. C'est-à-dire que entre 3, 4 et 10 ans, vous demandez à un enfant de peindre une maison, un dragon, un arc-en-ciel, il le fait. Et en général, c'est plutôt bien. Demandez à un adulte, par exemple, un enfant, ce qui compte dans un dessin, c'est l'expressivité. Un enfant, vous lui demandez de dessiner un cheval, tout le monde reconnaîtra le cheval, sur toute la Terre. Demandez à un adulte de dessiner un cheval, non seulement ce sera sans doute malhabile, mais en plus, on ne le reconnaîtra pas comme cheval. Donc, du point de vue de l'expressivité, il aura sans doute perdu. Ce qui veut dire que dans le monde de la peinture et du dessin, qui est un monde assez spécifique, on louche un peu vers la facilité de l'enfance. Matisse avait la même fascination que Picasso, et en général, les peintres sont très attentifs aux dessins d'enfants, parce que, en fait, au fur et à mesure qu'on avance dans les études, on est piégé par l'écriture. Le graphisme devient l'écriture, et on perd cette pulsion graphique tellement innocente qui permet de manier les couleurs si facilement. Et en même temps, c'est le travail qui va permettre de accéder à nouveau peut-être à cette part d'enfance, à cette part de spontanéité. Quand on parle de spontanéité et d'improvisation, on a quelque chose qui est quand même très, très proche. Il y a une phrase de Charlie Parker qui répond à celle de Picasso, qui peut paraître très technique. Il dit, voilà, vous voulez improviser, vous travaillez chez vous sans cesse et sans cesse et sans cesse. Et quand vous montez sur scène, vous oubliez tout. Et c'est d'ailleurs toute la différence pour nous, musiciens, de comprendre entre quelqu'un qui fait des exercices sur scène et celui où on a vraiment l'impression qu'il se passe quelque chose d'unique au moment où on est en train de l'écouter, particulièrement avec l'improvisation. On va me dire, oui, c'est un truc de jazzman. N'oublions jamais, d'ailleurs, c'est important de le dire, je crois, dans ce contexte-là, que toutes les musiques que vous avez écoutées dans le monde sont des musiques de tradition orale, dans lesquelles la part d'improvisation et de création en temps réel est très importante, et que la musique classique, qui est devenue une sorte de monument de l'écriture et du papier, a été très longtemps et s'est constitué autour de l'improvisation. On parlait de Bach. Bach, c'est le premier jazzman. Lui, il jouait. Alors, ils avaient un sens de la mémoire incroyable qui faisait que quand il improvisait à l'orgue, il s'en souvenait, il pouvait l'écrire juste après. Charlie Parker avait exactement la même capacité, mais ce qui est quand même très important, et c'est ce rapport au public et à ceux qui écoutent et aux autres musiciens avec qui on joue, c'est de donner l'impression qu'on est en train d'inventer quelque chose de totalement nouveau à chaque fois, de tout oublier de ce qu'on a appris. Alors, comme le temps passe, je propose qu'on lise plusieurs conseils d'affilée. C'est-à-dire que, en fait, peut-être s'il y a des porte-paroles par groupe, qu'on en prenne 2, 3, c'est-à-dire qu'on lise 9 conseils d'un coup, par exemple, et que les prochaines interventions soient pour lire des conseils et davantage que pour poser des questions. Est-ce que d'autres veulent... Oui ? Oui, me référant à Julia Cameron, qui a écrit un livre sur la créativité et que je vais essayer de mettre en pratique, c'est effectivement tous les matins d'écrire ce qu'elle appelle les 3 pages du matin. On se réveille, on écrit. On s'en fout que ce soit bien écrit, qu'il y ait des fautes d'orthographe de français, on les écrit. Si on ne sait pas quoi écrire, eh bien on écrit je ne sais pas quoi écrire de façon répétitive jusqu'au moment où ça s'amorce. Et là, c'est peut-être du swing aussi. Et le deuxième, c'est de repérer tout le temps autour de soi tout ce qui est de l'ordre de la synchronicité et de la coïncidence. Et on rebondit sur des choses extraordinaires et tout prend du sens, s'amplifie, rebondit les uns sur les autres et des synergies entre tout ce que l'on fait et l'inspiration vient au passage. D'autres conseils, on note. Hein. Oui, là. Alors,
On est aussi parti sur le fait de répéter pour commencer quelque chose qu'on a déjà fait. Donc on est conscient que, et c'est ce que disait Raphaël, qu'on va avoir une marque, enfin on va quand même faire quelque chose qui est reconnaissable et qui est personnel. Deuxième conseil, c'est s'exprimer avec ses tripes, éteindre la tête, enfin arrêter de faire marcher la tête et tout mettre sur la table. Donc spontanéité, sincérité et vérité, donc vraiment au niveau tripes. Et le troisième conseil, c'est être ouvert à l'idée qui va passer et qu'on va saisir et développer et sur laquelle on va s'appuyer. Très bien. Encore d'autres conseils? Ouais. Bonsoir, vous m'entendez? Oui. Oui. Merci pour le swing, merci pour la philosophie. Le premier, c'est lâcher prise en se faisant confiance, se laisser porter. L'écriture de Jack Kerouac, d'ailleurs, c'est ça, se laisser porter. D'ailleurs, ça fonctionne mieux en anglais qu'en français. Oui. Le deuxième, c'est sortir du cadre. C'est un classique, mais ça aide beaucoup à improviser. Et puis, un troisième, c'est de répéter au point de perdre conscience que on est en train de répéter. Très bien. On en prend encore? Allez, encore une session. Là. Alors, c'est 3 verbes très simples. Écouter, respirer. Et le dernier, lâcher prise. Bon, c'était intéressant d'avoir tous ces conseils. On voit bien que une large partie de ces conseils sont axés sur le fait de briser l'excès d'intellectualité. C'est-à-dire que quand vous dites quelque chose comme répéter au point de perdre conscience, qu'on répète, évidemment, moi j'entends perdre conscience. Quand vous dites parler avec ses tripes, j'entends tiens tripes, on descend par rapport à l'intellect. En fait, effectivement, on voit bien qu'on a trop amplifié la dimension intellectuelle de nos vies au fur et à mesure que la civilisation s'est complexifiée, qu'on a besoin de revenir à quelque chose qui est davantage de l'ordre du corps. Et puis, alors, il y a toute une autre série de conseils qui vont dans une voie tout à fait divergente, voire même opposée, et qui vont du côté d'une certaine maîtrise. C'est ce qu'on entend dans d'autres manières de parler de la répétition, où en fait, d'écrire chaque matin 3 pages, ben ça c'est une discipline. Écrire chaque matin 3 pages, c'est de la discipline. Soigner son introduction, c'était le premier conseil qu'on a entendu, c'est une discipline. Et on voit bien qu'entre les conseils qui sont axés sur la discipline, la maîtrise technique, la répétition constructive, et les conseils qui sont axés sur le lâcher-prise, la perte de conscience et le retour aux tripes, on a 2 directions et que c'est en tenant les 2 à la fois qu'on va réussir à improviser. C'est comme ça que je synthétiserai ce que je viens d'entendre. Je suis entièrement d'accord avec ce que vient de dire Alexandre, qui synthétise parfaitement. C'est vrai que le mot lâcher prise est celui qui revient. On parle de répétition, moi j'ai repéré les répétitions, lâcher prise c'est ce qui revient. Alors moi quand je suis professeur et que j'ai des étudiants qui viennent, j'ai 2 cas de figure qui correspondent à ce que tu disais. J'ai ceux qui veulent tout cadrer, tout ça, faire du jazz, tout cadrer, il y a un moment donné où ça va pas. Mais j'ai aussi le cas de figure du, moi je vais faire du jazz ou du blues, du rock ou de l'improvisation pour oublier tout lâcher prise et tout ça. Et dans les 2 cas, ça peut donner des choses intéressantes, mais on peut pas faire un concert entier, un album entier, une vie entière avec ça. Et en fait, le swing, là on revient à la notion de swing qui pour nous est importante, c'est l'art de naviguer perpétuellement entre les 2, entre la maîtrise, la conscience et le lâcher-prise, l'instinct, le spontané. Voilà. L'improvisation, c'est pas le spontané. L'improvisation, c'est entre les 2. L'improvisation, c'est le mélange de spontané et de maîtrise. Et on a plein d'exemples comme ça. Et souvent, je leur dis, vous connaissez peut-être John Coltrane. C'est notre notre Paganini à nous, saxophoniste, le plus grand technicien. Quelqu'un qui était capable d'improviser pendant 1h30 sur le même solo et qui, à la fin de sa vie, faisait une musique qui est très bergsonienne,
c'est celle que j'ai jouée tout à l'heure, musique de son, d'expérience et tout ça. Il avait une maîtrise, et vous le regardez sur scène, il ne bouge pas. Il a une maîtrise, une conscience, alors que lui-même était un vrai mystique. Sacré et profane se mélangent aussi dans ce moment-là. Et c'est très important. C'est vraiment l'art d'associer ces deux extrêmes. Alors, j'ai de multiples signaux qui m'avertissent qu'on a largement dépassé le temps. Et donc, je vais vous donner juste le dernier conseil et qui sera une transition vers la suite de la soirée. N'hésitez pas à vous saouler en dehors des églises. Bon, on arrête parce que...